Bienvenue à tous et à toutes. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à M. Gilles Yabi, directeur exécutif de Wati. Excellente session. Merci. Alors, merci Babacar Ndiaye, donc directeur de la recherche et des publications à Wati. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci à toutes et à tous pour votre présence, pour votre intérêt marqué pour cette rencontre virtuelle. Cette rencontre est organisée par le CEDES, donc le Centre africain d'études internationales, diplomatiques et stratégiques basé au Cameroun, et Wati, think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest basé à Dakar. Et c'est un vrai plaisir pour nous d'accueillir des experts, analystes, observateurs des dynamiques politiques en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale pour discuter d'un thème extrêmement important, celui du dialogue politique dans ces deux régions. Je voudrais saluer la présence, la participation de Madame Caroline Roussy de l'IRIS, de messieurs Raphaël Atiba, Mathias Unkpe, Sylvain Loumou. Je pense que les présentations seront faites par Dr Christian Pout tout à l'heure. Alors, je ne cite pas Christian Pout, qui est le président du CEDES, qui est ministre plénipotentiaire et qui est à l'initiative de cet événement. Je pense que parmi les quelques commentaires qu'on avait déjà reçus aussi, il y avait un internaute qui estimait qu'il y avait beaucoup trop de docteurs et s'interrogeait sur la maladie que nous allions soigner. Et je rappelle simplement qu'effectivement, il y a un panel avec beaucoup de docteurs, mais notre perspective au CIDES et à Wati, évidemment, est que toutes les questions cruciales doivent être discutées par tous les citoyens. Et donc, il n'y a aucune volonté de doter la légitimité à ceux qui ne seraient pas docteurs dans cette discussion. L'idée, c'est vraiment d'avoir une discussion la plus ouverte possible, la plus large possible et dans l'esprit réellement de l'engagement citoyen de nos deux think tanks. Alors, je voudrais simplement que nous ayons une pensée au début de cette rencontre virtuelle pour les victimes très nombreuses des violences de toute nature en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre. Nous sommes habitués à des nouvelles, je dirais un peu trop habitués à des nouvelles quotidiennes de violences du Mali au Cameroun, du Nigeria au Burkina Faso, sans évidemment parler de la République démocratique du Congo. Donc, partout en Afrique de l'Ouest, dans un trop grand nombre de pays, nos populations sont confrontées à des situations de violence qui, à un moment ou à un autre, ont forcément des dimensions politiques. Donc, la conversation que nous allons avoir aujourd'hui sur le dialogue politique, elle n'est pas anodine, elle n'est pas accessoire, elle est fondamentale. Elle est fondamentale pour notre présent, elle est encore davantage pour le futur des populations de nos deux régions d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je voudrais juste dire quelques mots sur Wati, qui est donc un laboratoire d'idées citoyens qui met la promotion, disons, d'une société articulée autour des savoirs au cœur de sa mission. Mais pour nous, c'est aussi servir de plateforme de débat d'idées pour qu'en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, on ait réellement un engagement citoyen très fort pour changer nos sociétés dans le bon sens. Wati est centré d'abord sur l'Afrique de l'Ouest, mais on a élargi dès le départ notre rayon au Cameroun, à la Mauritanie et au Tchad pour signifier justement notre continuité géographique, celle du continent, et pour signifier la volonté de construire ensemble au niveau de toutes les régions du continent africain des synergies pour débattre à nouveau et proposer des solutions de sortie des crises politiques qui continuent à handicaper le processus de progrès économique et social de nos populations. Je ne vais pas être plus long. Je vais remercier simplement à nouveau le CIDES et le docteur Christian Pout pour avoir associé Wati à cette rencontre. Et le docteur Pout sera vraiment le modérateur, le maître d'œuvre de cette réunion virtuelle. Donc, je lui passe donc la parole en vous remerciant à nouveau de votre participation. Christian, il faudra activer le micro. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Dr Yabi, cher Gilles. Je voudrais à mon tour remercier tous les participants qui ont accepté de manifester leur intérêt à cette réunion et qui nous ont rejoints. Je sais qu'il y a dans la liste que j'ai pu voir de nombreuses femmes connectées, de nombreux jeunes et hommes également.
Donc, je voudrais les remercier chacune et chacun de leur intérêt pour cette conversation. Je voudrais dire combien, en tant qu'organisateur, Wati, le CIDES et notre partenaire de l'IRIS, Dr Roussi, nous sommes heureux que vous soyez là pour ce sujet qui est un sujet d'actualité. Permettez-moi également de remercier nos panélistes d'aujourd'hui, Maître Sylvain Loumou, avocat au barreau de Kinshasa, défenseur des droits de l'homme, bien connu dans son pays, bien connu en Afrique centrale et de l'Ouest, et même en Afrique de l'Est. Je voudrais remercier également mon collègue du CIDES, le docteur Raphaël Ateba, qui est juriste, docteur en droit, qui est coordonnateur de l'Observatoire des pays de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et du Nigeria, au sein de notre think tank. Je voudrais également remercier notre frère, le docteur Mathias Onkpe, qui coordonne le pôle gouvernance démocratique à Osiwa, un laboratoire, une organisation bien connue également en Afrique de l'Ouest en particulier. C'est donc un grand plaisir pour moi, en tant que président du CIDES, de vous avoir tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans cette réunion virtuelle sur ce sujet qui, comme l'a dit Gilles, est un sujet d'intérêt pour nos deux sous-régions. Le dialogue politique en Afrique centrale et de l'Ouest, au regard de l'évolution des contextes spécifiques des pays de nos deux sous-régions, appelle toute notre attention donc d'analystes, mais aussi notre attention de citoyens, notre attention de think tankers, notre attention de praticiens. Il s'agit, je pense, aujourd'hui de proposer des pistes pour renouer les liens entre acteurs et éviter les dislocations violentes. Parce que la politique, de manière globale, est très souvent à l'origine des dislocations dans nos sociétés. Elle est souvent à l'origine des basculements dans lesquels nos sociétés se retrouvent embarquées. Et ces basculements, on l'a vu dans l'expérience des 60 années d'indépendance qui sont aujourd'hui, que nous célébrons dans la plupart de nos États cette année. On l'a vu que ces basculements, parfois, donnent lieu à des scènes de violence inouïes. Donc, il me semble qu'aucune voix, aucune réflexion n'est de trop dans la quête d'un dialogue politique. Et si l'on se projette du Mali en Mauritanie, de Côte d'Ivoire au Ghana, d'Angola au Burundi, en passant par la RCA et le Cameroun, on voit bien ce grand besoin de créer, je vais utiliser un terme savant, des communautés épistémiques pour mieux appréhender l'action publique dans les transformations actuelles qui recouvrent à la fois les dynamiques d'internationalisation et de transnationalisation des politiques nationales ou locales et une complexité croissante de la décision, en particulier la décision politique, tant au niveau des problèmes à résoudre que des interactions entre les acteurs et les niveaux de gouvernement. Donc, peut-être pour stimuler la discussion, je rappelle qu'un dialogue politique met en présence des groupes d'intérêts différents qui s'engagent à se pencher sur une ou des questions dont les enjeux sont mutuels, mais pas nécessairement communs. Un dialogue politique suppose que des personnes de positions ou de circonstances différentes ont des points de vue différents sur le même problème et qu'elles disposent vraisemblablement à ce propos des informations et des idées différentes. Nous allons avoir, en plus de la question structurante de notre débat, c'est-à-dire comment renouer les liens entre acteurs et prévenir les dislocations violentes, 4 questions qui vont nous aider à avancer dans notre discussion. La première, naturellement, c'est comprendre d'où vient le climat politique de défiance, d'où viennent les tensions dans certains pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. L'actualité aujourd'hui est là, elle est focalisée sur le Mali, elle est focalisée sur, il y a un an, c'était le Bénin qui a dû convoquer un dialogue politique en octobre 2019, il y a quelque temps, c'était le Cameroun. Dans la plupart de nos pays où nous, en tant que laboratoire d'idées, nous avons aussi l'occasion d'intervenir pour accompagner un certain nombre d'organisations, il est question de ce sujet. D'où viennent les tensions? D'où viennent les défiances qui animent souvent la scène politique? La deuxième question, pour stimuler un peu cette conversation, c'est comment relance-t-on les mécanismes de dialogue politique dans les sociétés d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest? Très souvent,
on voit que les tensions sont telles qu'on n'arrive plus à reconnaître une institution, une personnalité comme susceptible de rassembler, comme susceptible d'ouvrir des pistes, comme susceptible de permettre des rencontres, de libérer la parole, de jouer ce rôle d'homme orchestre. Donc, on va s'interroger également là-dessus. Et puis, finalement, les logiques de l'engagement, comment est-ce qu'on pourrait les réinventer pour prévenir la violence? Parce que très souvent, c'est l'option de la violence, c'est l'option de la rupture de la communication qui se trouve en bout de chaîne de l'engagement. Est-ce que l'engagement, qu'il soit politique, sociétal, doit nécessairement conduire à la logique de la violence, à la logique de la rupture du dialogue et de la communication, dans un contexte où, justement, on prône le dialogue politique comme valeur centrale? Et puis, il me semble que nous ne pouvons pas nous limiter à cette conversation et la fermer sur la sous-région. Nos États, nos pays ont des partenaires internationaux, que ce soit des organisations internationales, que ce soit des États avec lesquels ils entretiennent des relations au niveau bilatéral ou multilatéral. Donc, on peut également s'interroger dans le cadre de cette conversation avec nos panélistes principaux sur ce que peuvent faire ces partenaires, ces amis de nos États d'Afrique centrale et de l'Ouest pour soutenir et promouvoir le dialogue politique. Donc, voilà les petites questions que je pouvais lancer pour stimuler le débat, qui va donc démarrer avec nos intervenants qui auront chacun 7 à 8 minutes pour planter un premier décor. Et ensuite, nous avons reçu beaucoup d'interrogations de la part des participants qui sont là, qui se sont signalés. Nous allons donc également, avec les questions reçues des participants et celles qui arriveront pendant la conversation, poursuivre la discussion pour que lorsque nous aurons arrivé à 1h30 de débat, que nous ayons tous le sentiment, participants comme panélistes et organisateurs, d'avoir fait œuvre utile. Je rappelle que cette discussion n'est vraiment pas la première que nous allons faire avec Wati, mon frère Dr Yabi et moi-même, et même notre partenaire Caroline Roussy de l'IRIS en France, sommes déterminés à ce que la culture de la conversation utile, structurée, continue de s'enraciner dans notre continent. Et nous allons donc continuer à nous tendre la main en invitant des hommes, des femmes, beaucoup de femmes d'ailleurs pour les prochaines séances, pour animer des conversations de ce type-là. Donc, je voudrais rassurer tout le monde. On a peut-être un panel aujourd'hui qui est essentiellement masculin, Caroline Roussy de France étant la seule dame que nous avons avec nous. Nous ne doutons pas de la valeur de nos collègues chercheuses, citoyennes engagées des régions d'Afrique, et certainement elles auront l'occasion d'être partie prenante comme panélistes intervenantes principales dans les prochaines séquences de nos prochaines activités. Donc, sans plus tarder, je voudrais inviter le docteur Mathias Humpé de Osiwa et les autres copanélistes à se lancer dans la discussion. J'interroge le docteur Humpé sur cette question fondamentale qui nous réunit, sur le climat politique de défiance et les tensions qui prévalent dans nos États aujourd'hui. D'après vous, chers collègues, où est-ce qu'on peut situer les racines de tous ces mots-là? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Disons que je vais proposer 2 ou 3 raisons qui, de mon point de vue, expliquent un peu ce sentiment de défiance que nous observons de la part des populations vis-à-vis, et même des groupes organisés parfois vis-à-vis de l'État, et qui expliquent en partie tout au moins les situations de conflit et de tension que nous vivons. Je mettrai d'abord en premier point le sentiment d'impuissance que les citoyens vivent à l'endroit de l'État. Ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent rien faire contre l'État, alors que les performances de l'État ne sont pas de nature à satisfaire leurs besoins, que ce soit en matière de liberté et droits fondamentaux, ou même en ce qui concerne les besoins sociaux de base. Et donc, cette impuissance, vous l'observez surtout au niveau des jeunes. Ils sont vraiment comme impuissants. Le deuxième sentiment vient d'une catégorie d'adultes d'un certain âge qui, eux, observent, disons, la démocratie en Afrique comme le modèle de gouvernement qui a accentué les vices, tels que la corruption, tels que la mauvaise gouvernance, comme c'est les abus du pouvoir, l'instrumentalisation des institutions. Et donc, vous avez un peu comme de la part de cette catégorie d'acteurs l'idée que la démocratie, finalement, s'interroge sur son utilité, sur sa pertinence, sur le bien que ça apporte à la société. Et le troisième facteur que je voudrais ajouter,
c'est en fait, au fil du temps, lorsque vous regardez l'évolution des libertés de 1990, je veux dire le début des années 90, où nous sommes allés vers le renouveau de la démocratie dans la plupart de nos pays, on sent une sorte de exclusion progressive qui caractérise la scène politique dans nos pays. Vous avez progressivement le sentiment que l'espace politique qui a été ouvert, qui a été libéré au début des années 90 est en train de se refermer et ceux qui détiennent le pouvoir excluent progressivement les autres, aussi bien de la participation, et je vais mettre en griffe, que de la jouissance, n'est-ce pas, des bienfaits du pouvoir. Je vais ajouter un dernier élément qui n'est pas spécifiquement lié à la politique en tant que telle, mais qui s'élargit cette fois-ci, n'est-ce pas, à l'espace civique dans son ensemble. En réalité, lorsque vous observez aussi, depuis une quinzaine d'années, depuis le milieu des années 2000, il y a également un rétrécissement progressif de l'espace civique. C'est-à-dire que les citoyens ont de moins en moins l'espace, que ce soit directement ou à travers les groupes organisés que sont par exemple la société civile et autres. Ils ont de moins en moins de moyens d'accéder à ceux qui dirigent, de se faire entendre. Et donc, finalement, vous êtes dans un environnement où vous avez vraiment le sentiment qu'il y a une sorte de capture de l'État, que ce soit politiquement, économiquement et tout. Vous avez le sentiment qu'à tout moment, il y a un petit groupe qui capte l'État et qui, en griffe, en exagérant à peine, peut en faire ce qu'il veut, quoi qu'en pensent les autres. Voilà les quelques éléments que je voudrais pour commencer partager avec vous sur cette question spécifique. Christian, le micro. Je retiens avec vous, chers collègues, cette trilogie du sentiment d'impuissance, surtout caractérisée chez les jeunes, de la démocratie qui serait globalement viciée dans nos sous-régions, de l'exclusion qui se fait de plus en plus grande, et puis finalement de l'espace civique qui se rétrécit. Maître Sylvain Loumou, sur cette question des fondements des tensions que nous voyons dans nos deux sous-régions, est-ce que vous êtes d'accord avec la trilogie? Vous la recoupez? Bien évidemment, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et à tous les participants. Je voudrais remercier les organisateurs et très vite pour aborder la première question. Je partage absolument la trilogie qui vient d'être déclinée et je voudrais l'aiguiser en ce qu'il y a une touche particulière pour ce qui concerne par exemple la République démocratique du Congo. Vous savez que c'est un pays qui représente 2 345 000 kilomètres carrés, 400 dialectes et 400 petits groupes ethniques. Et donc, la cohabitation n'est toujours pas aisée entre les grands groupes linguistiques qui, n'est-ce pas, détaillent ces différentes disparités. De telle sorte que il faudrait remonter à la colonisation pour constater que l'accession brutale du pays à la colonisation a donné lieu à la Belgique, qui était le pays colon, à exploiter ces différences d'ordre ethnique, utiliser les uns en les opposant aux autres pour pouvoir poursuivre, n'est-ce pas, sa politique d'exploitation des ressources minérales qui sont nombreuses dans les sols et les sous-sols de ce pays, et cela sans compter les réserves hydroélectriques et les réserves en écosystème. Il y a donc également lieu de situer ce fléau dans ce que j'appelle les intérêts égoïstes sur les contrôles des pouvoirs. Et donc, lorsque vous regardez, cela est partagé pour tous les autres pays en Afrique, ce qui a été évoqué tout à l'heure comme mauvaise compréhension de la démocratie, moi je le situe en ce que, au fait, la démocratie telle qu'elle nous a été, n'est-ce pas, apprise et telle qu'elle est exploitée en Afrique, dans nos pays, c'est des processus électoraux, même parfois sans le respect des droits et libertés fondamentaux, de telle sorte que ceux qui arrivent au pouvoir
ils le prennent. Mais ce qui est pire, ce n'est pas prendre le pouvoir, mais c'est surtout lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ceux qui ont perdu, ils ont tout perdu. Donc, je peux même vous amuser en disant qu'ils perdent même leurs belles femmes, parce que les autres ont la capacité, n'est-ce pas, de tout prendre, de les exclure à la gestion du pouvoir politique, mais aussi et surtout à la gestion, n'est-ce pas, des richesses, des ressources. Ils sont exclus même des honneurs qu'ils ont eu hier en raison du mandat qu'ils ont dû, n'est-ce pas, avoir dans le cadre d'un processus qui pourtant aurait dû être un processus démocratique et ouvert. Et donc, cette crainte de l'exclusion amène les acteurs, les uns et les autres, à des chocs frontaux qui, n'est-ce pas, induisent, alimentent les différentes tentatives de violence dans nos pays. Mais je voudrais revenir sur cet élément important de l'accaparement de la politique par les partis et regroupements politiques. Lorsque nous expérimentons la démocratie, vous observerez avec moi que dans nos pays, c'est généralement les partis politiques gérés par des grandes familles au départ, alors que, par exemple, dans le modèle occidental, les partis représentent des grands intérêts, même des idéologies qui s'opposent. Dans nos pays, vous constaterez que l'on se réclame du courant socialiste ou du courant républicain, ces clivages ne sont pas observés dans le fait en réalité. Et vous trouverez des partis politiques qui se réclament de l'international socialiste, mais qui s'opposent sur le terrain, y compris en mobilisant, n'est-ce pas, leurs militants, pour la plus grande partie des jeunes. Et tout à fait. Ces sentiments habitent les jeunes de telle sorte que le reflux qu'ils en ressentent ne les autorise pas à poursuivre leur militantisme normalement dans les partis politiques. Cela pris en otage par des personnes qui sont nantis, n'est-ce pas, des gros moyens, qui, après des réunions des partis, doivent faire ce qu'on appelle à Kinshasa le papa bonheur, hein, des distributeurs d'accordéons, des transports, de la bière, ainsi de suite, après des réunions politiques. Et ils entretiennent ce système depuis l'indépendance jusqu'aux années 90. Et leurs enfants qui étaient dans les grandes écoles en Europe reviennent, trouvent des structures déjà établies qu'ils héritent et poursuivent, n'est-ce pas, cette même sorte d'accaparement du... Merci beaucoup, Maître Mou, pour cette première contribution. Je retiens effectivement que vous ajoutez deux éléments qui me semblent très intéressants comme facteurs qui peuvent expliquer la défiance. Il y a peut-être, je dirais, cette espèce de multiethnisme au niveau de nos États qui est un problème, bien que, bon, on peut effectivement nous rétorquer qu'en Somalie, il y a une seule ethnie, mais le pays s'est également disloqué. Il y a également, effectivement, cette main étrangère, réelle ou supposée, en tout cas, qui est très présente. Et puis, finalement, ce dévoiement de la politique par un certain nombre de groupes organisés, au premier rang desquels vous situez les partis politiques. Docteur Raphaël Ateba, avec vous, j'aimerais qu'on avance un tout petit peu dans la conversation, parce que je sais que vous avez effectivement travaillé sur comment on relance les mécanismes de dialogue politique, en particulier sur cette question des élections, que Maître Loumou a évoqué comme étant l'une des questions qui cristallise justement les situations de défiance à l'intérieur de nos États. Donc, j'en viens avec vous à cette deuxième préoccupation sur, justement, en prenant la liste qui nous a été évoquée par les deux précédents panélistes, à la fois le sentiment d'impuissance, qui peut aussi être une sorte de… Derrière cette impuissance dont parlait le docteur, on peut voir les insatisfactions économiques, sociales, on voit la démocratie viciée, on voit cette logique d'exclusion qui est prégnante, les risques du multiethnisme, le dévoiement de la politique partisane, et puis finalement le jeu trouble des partenaires. Mais comment fait-on pour relancer les mécanismes de dialogue politique dans les sociétés d'Afrique centrale et de l'Ouest, chers collègues? Bien, merci. Je viens de réactiver mon micro. J'espère que tout le monde me reçoit.
Voilà, j'ai beaucoup apprécié les interventions qui viennent d'être faites, celles de Mathias, celles de Maître Lemou, qui sont effectivement au cœur, je pense, des problématiques relatives aux causes des situations de rupture et d'explosion que vivent nos sociétés politiques, qu'il s'agisse des conditions d'accession et de dévolution du pouvoir, c'est-à-dire donc tout ce qui touche à la machinerie électorale, qu'il s'agisse des modalités d'exercice du pouvoir, toute la problématique de la malgouvernance, qu'il s'agisse du problème de la gestion du pluralisme sociologique de nos États dans le cadre de constitutions taillées pour des nations monistes qui ne connaissent pas un pluralisme ethnique, linguistique, religieux de même intensité que celui qu'on vit dans certains de nos États. Et effectivement, la grande question devient alors comment est-ce qu'on envisage des pistes pour sortir de cette situation. Je crois qu'il faut un retour à une certaine forme d'éthique. C'est d'abord une éthique de la responsabilité. Et ces responsabilités sont des responsabilités partagées parce que les solutions sont à peu près connues, mais la question c'est qui s'engage et comment on s'engage pour faire progresser nos communautés politiques vers ces solutions-là. Si je prends en référence le dialogue politique qui a été organisé par le CEDES au Cameroun en 2017 dans la perspective de l'élection présidentielle camerounaise 2018, avec le soutien d'un certain nombre de partenaires, je vois tout de suite, premièrement, justement, la mobilisation et surtout la restructuration des manières d'agir de la société civile. Il faut que nous arrivions à comprendre que dans le contexte de la globalisation actuelle, les problématiques nationales ne sont plus strictement nationales. Ce qui se passe chez le voisin va se passer chez nous le lendemain. Et donc, il faut que se tissent au sein de la société civile également des réseaux solidaires d'action permettant de créer des mobilisations qui dépassent les frontières nationales. Cela, à la fois, légitime davantage l'action des groupes nationaux et renforce leur impact en termes de capacité à communiquer, de capacité à faire savoir et même de capacité à faire. Deuxièmement, il y a le lien avec les organisations internationales, les bailleurs de fonds, les partenaires au développement, les partenaires bilatéraux. Là également, c'est vrai que j'embraye un peu sur la quatrième question et qui était finale. Leur action est à la fois déterminante au regard de la structure de nos États et de la part qu'ils prennent dans le financement de nos gouvernements, mais c'est une action contrainte parce que les relations internationales sont un jeu, mais un jeu encadré par des règles. Le principe de non-ingérence constitue un obstacle qui peut devenir significatif et qui nécessite qu'il s'opère des interventions en lien ou dans le cadre de liaison, dans le cadre de synergie entre les acteurs de la société civile et de l'opposition nationaux, ainsi que ses partenaires internationaux qui viendraient en soutien logistique, notamment parce que le combat politique désormais a un coût que clairement l'opposition n'arrive pas à assumer dans nos États, en raison notamment des règles liées au financement privé de la vie politique, ce qui crée une distorsion entre les différents acteurs. Ensuite, autre chose qui me paraît fondamentale, les pressions exercées doivent aller un peu au-delà des revendications habituelles concernant le système électoral. Le système électoral fait fonctionner des régimes à base représentative, mais la démocratie représentative, précisément, c'est elle qui est en crise, notamment en Afrique. L'un des enjeux désormais, c'est comment on institutionnalise la parole de la population qui s'exprime de manière directe. Il faut que les Africains, nous allions beaucoup plus loin désormais dans l'exploration des mécanismes de démocratie directe. Ce qui évitera que les populations privées d'expression dans les prétoires investissent systématiquement les trottoirs. Le moyen terme entre les deux, ce sont des procédures, par exemple, de référendum d'initiative populaire. C'est également des revendications qui doivent désormais être portées
à la fois par la société civile et par les oppositions politiques, de façon à ce que la parole populaire qui s'affirme en Afrique, c'est l'une des grandes révolutions, c'est l'un des grands moments de l'évolution actuelle des démocraties africaines. C'est véritablement le peuple qui s'insurge et qui prend en main les questions qui le concernent au-delà des partis politiques, pour éviter que cette forme d'expression dégénère systématiquement en déstabilisation des États. On peut l'encadrer dans le cadre de procédures participatives. Et je rejoins là les préoccupations de certains des participants qui nous écoutent, qui s'interrogeaient justement sur les différents mécanismes alternatifs permettant de repenser le lien entre les citoyens, les populations à la base, et les gouvernants, qu'ils soient de la majorité ou surtout de l'opposition, de manière à ce que le message qui vient du bas passe beaucoup plus aisément et parvienne beaucoup plus certainement au niveau des décideurs en haut lieu. Merci beaucoup, cher Raphaël, pour cette première contribution. Je voudrais relancer immédiatement Mathias, parce qu'effectivement, il me semble que j'ai retenu deux choses qui me semblent intéressantes dans le fil de notre conversation. Au centre, pour ceux qui sont les détenteurs je dirais de la plénitude du pouvoir, de la plénitude de la représentation, replacer l'éthique dans les pratiques, l'éthique de responsabilité, mais aussi, de l'autre côté, au niveau de la société civile, revenir également à cette éthique qui me semble vraiment intéresser tout le monde, une éthique de responsabilité, et au-delà de cela, capitaliser sur cette politisation de nos sociétés pour construire une nouvelle dynamique et réinventer des mécanismes de représentation. Donc, effectivement, Mathias, comment est-ce qu'on relance les mécanismes de dialogue politique? Comment on le fait en tenant compte de tout ce que vient d'évoquer à la fois Dr Ateba et Maître Loumou avant vous? Disons que je pars du premier point que vous venez juste de mentionner, à savoir, si vous voulez, la réinvention de l'éthique, pour l'élargir et parler plutôt du travail, n'est-ce pas, à l'amélioration de la culture politique. La culture politique, que ce soit au niveau des citoyens et donc par ricochet au niveau des organisations de la société civile, mais la culture politique au niveau des acteurs politiques. C'est non seulement ce qui amène chacun à comprendre ses responsabilités, à comprendre ses devoirs dans le fonctionnement de la démocratie, mais c'est ce qui fait également qu'on comprend les fondements du fonctionnement de la démocratie, à savoir, par exemple, la nécessité de confrontation, surtout lorsqu'on prend la démocratie libérale qui fonctionne par confrontation des acteurs et confrontation des idées, confrontation des opinions, mais également la nécessité d'espace de coopération, je peux même dire de collaboration. Quand les deux ne fonctionnent pas, vous allez vers les situations d'exclusion que nous avons dénoncées plus haut. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je dirais, si on était en mesure de mieux faire fonctionner la démocratie, faire fonctionner la démocratie, de mon point de vue, c'est au moins à deux autres niveaux, au-delà de la culture politique. Le premier niveau, c'est déjà permettre aux institutions de fonctionner correctement. Vous savez que le Parlement aussi est l'espace de dialogue numéro 1 en démocratie. C'est l'espace où le peuple représenté est supposé discuter des questions majeures de la société. Si, par exemple, ces institutions pouvaient fonctionner de manière à permettre à tous les sons de cloche d'être entendus, que le fait que quelqu'un dispose d'une majorité mécanique ne l'autorise pas à s'imposer de façon définitive aux autres, permettre à la séparation des pouvoirs de fonctionner correctement, je pense qu'on réduit une partie des sources des conflits que nous observons. Le troisième niveau, n'est-ce pas, toujours dans le fonctionnement, de mieux faire fonctionner la démocratie, c'est travailler, n'est-ce pas, à l'inclusion. Parce que lorsque je parle du fonctionnement des institutions formelles, ne sont là-bas que ceux qui ont réussi, par exemple, à être représentés, mais à être représentés de manière suffisante. Si vous n'avez pas un niveau de représentance suffisant, vous pouvez être représenté sans être entendu. Et donc, on peut faire fonctionner correctement donc, les institutions, mais on peut aussi trouver des mécanismes qui aident à raccorder le fonctionnement de la démocratie, même à ceux qui ne sont pas représentés à ce niveau-là. Et donc, je pense qu'il y a des mécanismes qui existent dont on peut discuter de façon plus concrète. Et la dernière chose que je voudrais dire maintenant, c'est préparer et soutenir les ressorts de la société. Nos sociétés disposent de ressorts qui aident à gérer les conflits, y compris les conflits politiques. Et dans ces ressorts, je vais citer par exemple
tous ceux qui occupent des positions de leadership. Vous avez les leaders religieux, donc j'ai entendu dans les questions que les participants ont posées, qui ont parlé de l'Église catholique. Ça peut être l'Église catholique, ça peut être des leaders traditionnels, ça peut être des chefs traditionnels. Vous savez, si vous allez au Burkina Faso, par exemple, pendant longtemps, le Moro Naba a été, par exemple, un acteur central dans la résolution des conflits entre les acteurs politiques. Je ne sais pas dans quelle mesure ça continue à être le cas, parce qu'il faut reconnaître que ces institutions informelles qui sont dans la société perdent progressivement leur capacité à influencer véritablement, n'est-ce pas, la gestion des affaires publiques. Je peux parler des organisations de la société civile. Je peux citer des pays où des organisations de la société civile sont suffisamment fortes pour, lorsqu'il y a des problèmes politiques, réunir les acteurs et les amener à discuter. Donc, voilà quelques éléments que je voudrais ajouter, n'est-ce pas, comme moyen. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Mathias. Je trouve vraiment intéressant ce que vous avez dit en faisant écho aux préoccupations que nous avons reçues sur le fait qu'effectivement, dans la palette de la représentation, dans la palette de la représentativité, on a ceux qui tiennent effectivement le pouvoir, mais on a aussi tout ce qu'on peut appeler les forces vives à l'intérieur de nos sociétés. Ça peut être les leaders religieux, traditionnels, musulmans, animistes, ça peut être les acteurs de la société civile, ça peut être les leaders traditionnels, ça peut être les chefs de communauté, avec notamment aussi un rôle de plus en plus important pour les femmes, les leaders d'associations féminines et les jeunes. Mais je voudrais également revenir sur un point qui me semble très important, la capacité à se confronter et à collaborer de manière pacifique. Je dirais en faisant fi de ces états d'âme. Ça me semble très important. Et j'aimerais entendre Maître Loumou également sur cette question finalement des mécanismes qui peuvent permettre de relancer le dialogue. Je partage avec Maître Loumou le souvenir d'avoir été au Mali dans le cadre de la préparation de la présidentielle de 2018. Et il me semble que effectivement, lorsque nous y étions avec une organisation internationale de premier plan, nous avions posé la question aux forces vives que nous rencontrions sur place. Quelles sont les personnalités ou institutions susceptibles de rassembler aujourd'hui les acteurs dans votre pays? Et de manière presque unanime, il y avait une sorte d'interrogation à droite comme à gauche sur finalement l'existence de cette instance qui aurait pu permettre de rassembler, tellement le dialogue politique, nous disait-on à l'époque, était au degré zéro. Donc aujourd'hui, avec le recul, on n'est pas surpris de voir comment les choses ont évolué. Donc voilà, Maître Sylvain, peut-être que sur cette question, vous avez également, je pense, quelque chose à partager. Oui, merci beaucoup. Je me souviens bien de ce moment difficile partagé au Mali, et donc je pense que si à l'époque, avec les initiatives que nous avions entreprises à identifier les acteurs clés, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Alors, les cadres qui permettent aujourd'hui, par exemple, de relancer les dialogues, vous avez évoqué la situation des acteurs religieux. Nous, en République démocratique du Congo, nous sortons d'un dialogue qui a donc permis au pays de sortir de la crise qui avait déjà entraîné nombreuses victimes en termes de vies humaines. Chaque fois lorsqu'il y avait des manifestations publiques réprimées dans le sang, et même parfois des arrestations qui avaient rempli les prisons, dont les nombreux prisonniers ont été libérés à l'avènement de l'alternance qui est intervenue le 30 décembre 2018. Donc, le rôle de l'Église, par exemple, est important. L'expérience que nous avons connue, effectivement, c'est que il y a eu une phase de dialogue qui avait été soutenue par l'organisation panafricaine l'UIA que nous partageons, que nous avons en partage, mais c'est la compréhension déficitaire des vrais problèmes et des vrais acteurs, et ça c'est important, qui avait amené que la phase initiée par l'Union africaine avec la facilitation du regretté Edem Kodjo, cette phase n'avait pas abouti, et c'est à ce moment-là que l'Église catholique avait repris, n'est-ce pas, le flambeau pour conduire les acteurs politiques à ce consensus qui a été obtenu de justesse. Mais la tactique, c'était aussi la mobilisation citoyenne. Non seulement l'Église catholique a mené les acteurs aux négociations, mais chaque fois que
ça n'avançait pas. Elle arrivait à mobiliser, n'est-ce pas, les citoyens à travers des partis politiques plus populaires qui partageaient quasiment les appels au dialogue pour sortir le pays de la crise. Et les mouvements citoyens, l'irruption entre 2015 et 2018 des nouveaux acteurs comme les mouvements citoyens, avec un réseautage assez important au niveau africain et au niveau de nos provinces, a bien évidemment contraint les acteurs politiques à discuter, à accepter de négocier pour arriver à des solutions qui intéressent les citoyens. Parce que souvent, eux, lorsqu'ils se réunissent, c'est pour aboutir à des partages du pouvoir. La particularité de ce dernier dialogue que nous avons eu, c'était de sauvegarder l'ordre institutionnel établi depuis le dialogue de Sun City et qui était en voie d'être rompu par l'intransigeance des acteurs politiques qui tenaient absolument à se camponner au pouvoir. Et ça, c'est le plus important. Au moment où nous parlons, il y a encore des initiatives de dialogue qui sont entreprises parce que, bien évidemment, au sortir des élections, il y a eu des contestations, toujours électorales, et que à présent, il y a cette recherche de consensus autour des réformes qui amènerait, n'est-ce pas, à la bonne tenue des élections et dans les conditions optimales de crédibilité, d'inclusivité et surtout de participation citoyenne dans les conditions qui permettent, n'est-ce pas, de ne pas entraver l'expression populaire. C'est ça tous les débats au fait, et donc qui révèlent, n'est-ce pas, en Afrique, comme une sorte de crise de la démocratie dans nos pays qu'il faudrait réinventer, qu'il faudrait réfléchir pour arriver à comme une sorte de consociation qui ne mette pas ceux qui, au lendemain des élections, perdent dans la rue et dans les déshonneurs total. Il faudrait donc envisager ces mécanismes de pouvoir qui protègent la minorité, qui permettent l'expression à l'intérieur même des institutions et le Parlement, l'Assemblée nationale ou le Sénat sont des lieux par excellence de débat démocratique, respectueux des diverses sensibilités. Et surtout aussi, je pense qu'il convient finalement d'instituer ce mécanisme-là, composé de personnalités fortes, des personnalités de référence qui peuvent à tous instants maintenir les dialogues comme une donnée permanente. Ça ne devrait pas être une question de fait. Ça devrait être une question permanente entre les institutions, mais aussi entre les différentes sensibilités sociétales et sociales de nos pays. Merci beaucoup, Maître, pour cette contribution. Je pense que je retiens avec vous l'idée peut-être de généraliser un modèle consociatif. Certains pays l'ont essayé. Je retiens également avec vous sur cette nécessité de mettre en place des mécanismes, l'idée d'avoir dans chacun des États une structure permanente. Il y a un certain nombre de pays, notamment le Tchad, qui ont ce type de structures permanentes qui sont des cadres de concertation permanents. Mais la question qui se pose et qui vient également de nos participants, me semble-t-il, c'est que, et ça nous renvoie à notre troisième question sur la réinvention des logiques d'engagement. On ne peut pas, finalement, on s'engage avec qui? On s'engage avec qui? Parce que quand vous regardez au-delà des énonciations, que valent les partis politiques? Que valent la société civile sur le continent dans lequel nous sommes? Vous avez même des classifications parfois extrêmement, je dirais, provocantes, où on vous dit non, non, il y a une société civile gouvernementale et puis il y a une société civile non gouvernementale. Parfois, l'engagement de la société civile renvoie pour certains à l'idée de s'opposer de manière systématique, ou alors l'idée de faire front commun avec les détenteurs du pouvoir. Donc, sur cette question des logiques d'engagement, je pense aussi que la question de la substance, la question de la réalité même de nos institutions, parce qu'on peut avoir des cadres de concertation permanents, mais si ces cadres sont dénaturés, si ces cadres sont vidés de leur substance, est-ce qu'ils vont pouvoir jouer leur rôle de médiation, jouer leur rôle d'intermédiation, jouer leur rôle finalement de tampon pour permettre l'expression populaire et éviter que la logique d'exclusion qui peut amener à la dislocation ne s'installe. Docteur Raphaël Ateba, peut-être sur ce sujet,
avant qu'on ne passe à la question sur le rôle des partenaires sur laquelle vous aviez commencé également à ébaucher tout à l'heure. Oui, alors c'est une question importante que vous soulevez, qui est une question de légitimité des cadres traditionnels d'un système démocratique chez nous, c'est-à-dire les institutions représentatives étatiques, le Parlement, les corps intermédiaires d'ailleurs, les syndicats qui doivent participer également à ce dialogue permanent. Je pense que le problème de fond concernant la qualité des acteurs de la discussion est un problème qui se pose de manière seconde. Vraiment, la question première est d'abord celle de la qualité des cadres et mécanismes de dialogue qui existent. C'est à ce niveau-là qu'on peut envisager déjà un renforcement de l'existant. Mathias le faisait observer tout à l'heure. Si on prend les institutions représentatives classiques, les règles permettant d'y accéder, elles-mêmes posent déjà problème, c'est-à-dire les mécanismes électifs. D'où la nécessité d'envisager que ces institutions fonctionnent dans un cadre inclusif. Qu'est-ce que cela pourrait donc signifier? J'ai par exemple sous les yeux la contribution de M. Franco Yendoubé, qui suggérait si, pour renouer la confiance entre les acteurs politiques, il ne serait pas nécessaire d'imposer un cadre de concertation institutionnalisé. Cela me parle. Si je parle de l'idée qu'en le disant, il ne parle pas des institutions qui existent déjà. Cela suggérerait donc d'envisager la possibilité que le dialogue politique soit de moins en moins politique et de plus en plus institué. Et donc, cela impliquerait d'envisager qu'en marge des mécanismes existants, de façon technique et très concrète, qu'on développe les procédures consultatives qui existent déjà, mais que ces consultations-là ne visent plus exclusivement des corps constitués, mais également des groupes constitués ou composés de manière inclusive dans lesquels peuvent donc se mêler soit, ou alors, pas forcément se mêler, mais dans lesquels on peut identifier des segments de la société civile, des segments de l'opposition politique, même non représentés au niveau des parlements. Donc, c'est vraiment la question de est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que le dialogue politique soit permanent? Vous voyez, je pense que cela est envisageable. Encore une fois, pas en créant de nouvelles institutions, mais en généralisant les hypothèses dans lesquelles certaines décisions essentielles des gouvernants ne peuvent être prises qu'après consultation de ces groupes-là. Par exemple, nous avons vraiment des questions clés qui sont conflictogènes. Le report des élections, par exemple. Dans certaines hypothèses, on estime que les situations de conflit qui rendent indisponible une partie du territoire national ne permettent pas d'organiser une élection. Bon, le fait est objectivement constatable, sauf que le fait de ne pas organiser l'élection prolonge également en même temps le mandat des gouvernants et repousse d'autant de manière incertaine l'échéance à laquelle l'opposition pourra essayer de compétir pour provoquer une alternance. Une telle décision ne doit donc plus être prise de manière unilatérale par la majorité gouvernante. Une telle décision ne peut même pas être prise de manière participative si le chef de l'État est obligé de solliciter l'avis du Parlement ou du président de l'Assemblée puisqu'il a une majorité ultra-dominante. Et donc, il suffit dans ce genre d'hypothèse d'imposer la consultation, mais une consultation qui est orientée vers une opposition politique non nécessairement représentée au Parlement. Maintenant, comment est-ce que cette opposition est identifiée? Là également, c'est un aspect de l'institutionnalisation permanente du dialogue politique, c'est de systématiser la mise en place d'un statut de l'opposition politique dans nos différents États. Un statut qui permettrait donc de donner consistance et sens à l'action politique de groupes qui sont structurés et organisés, mais qui, pour telle ou telle raison, liée justement à la nature des institutions, n'ont pas jugé opportun ou utile d'aller participer à des élections, ou alors y ont participé, mais en raison du parasitage du mécanisme électoral par des logiques ethno-régionales, n'ont pas pu avoir le seuil minimum de voix
leur permettant d'être représentés au Parlement, alors même qu'ils existent effectivement politiquement et ont une capacité ultérieure à déstabiliser les institutions simplement parce que leur voix n'aura pas été entendue en amont de la décision. Il en va ainsi des annulations d'élections, des reports de scrutin, alors des démobilisations de juges constitutionnels, etc. C'est quand même des décisions importantes qui ne peuvent plus être unilatéralement prises par des gouvernants. Je retiens avec vous, Dr Ateba, cette idée de généraliser la consultation, de trouver vraiment le moyen de réinventer les logiques d'engagement en généralisant la consultation, en trouvant des mécanismes d'instituer non seulement des cadres, mais aussi de faire en sorte que les cadres existants ou les cadres à inventer aillent à la pêche des voix manquantes lorsqu'il s'agit de résoudre des questions d'enjeux national sur le plan politique, sur le plan économique, parce que ce que nous disons sur le plan politique est aussi vrai sur le plan économique. Lorsque nous avons une loi des finances qui se discute, il faudrait qu'on puisse aller échanger avec le patronat, échanger avec les organisations d'employeurs, etc. Donc, je retiens avec vous cela et ça me permet d'avancer finalement vers parfois des acteurs qu'on ne voit pas, qui sont nos partenaires internationaux. Et Maître Loumou a commencé là-dessus tout à l'heure et c'est la quatrième question structurante de nos débats. Et je voudrais remercier tous les participants à ce débat qui nous envoient des contributions extrêmement pointues, extrêmement importantes et les rassurer sur le fait que toutes ces contributions seront, n'est-ce pas, prises en compte lors de la synthèse finale que nous ne manquerons pas avec Wati de rendre public dans quelques jours comme un premier output de cette conversation. Mais avec Mathias, j'aimerais qu'on avance un tout petit peu sur finalement ces sujets-là. On a des pays effectivement en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest qui sont aussi des pays tournés vers ce qu'on appelle les relations internationales, vers la diplomatie. Que peuvent faire nos partenaires lorsque la vie politique est bloquée, lorsque finalement on a l'impression que nous sommes plus ou moins sur la corde raide et que le basculement n'est pas pour très loin? Que peuvent faire les partenaires internationaux de nos États? Je pense que je vais commencer par une organisation régionale qui n'est pas nécessairement un partenaire international au sens strict du terme. C'est par exemple la CEDEAO. La CEDEAO a des mécanismes de médiation. Ils ont carrément une direction qui est en charge des médiations de la gestion des conflits. Ils ont un protocole sur la gestion des conflits, etc. Et donc, je pense que rien qu'en regardant de près la CEDEAO, on a un premier niveau d'intervention, je vais dire, extérieure et susceptible d'aider à gérer les crises dans nos pays. Aussi bien à travers les mécanismes que vous avez vus la fois dernière déployés au Mali, c'est-à-dire que vous avez des missions qu'il peut envoyer ministérielles, présidentielles, des médiateurs, etc. Mais il y a d'autres mécanismes qui sont prévus depuis plusieurs années. Par exemple, le Conseil des sages que vous avez au niveau de la CEDEAO, mais qui malheureusement s'est éteint petit à petit et dont on ne sait plus où on en est aujourd'hui. Ils ont tenté, je crois, il y a 1 an ou 2 de redynamiser. Bon, je crois que ça ne fonctionne pas encore bien. Vous avez dans la sous-région, si je prends toujours l'Afrique de l'Ouest, des groupes informels d'anciens responsables, par exemple d'anciens présidents de la République, d'anciens responsables d'institutions d'envergure internationale qui se regroupent et qui de façon informelle s'organisent pour aller intervenir et aider à prévenir ou à gérer les crises dans les pays. Je pense que pour moi, ce sont des leviers qui existent déjà au niveau régional sur lesquels on peut travailler. Maintenant, si je me mets dans la position des partenaires internationaux, je pense que contrairement à la tendance qu'on a observée depuis quelques années, c'est-à-dire que si vous faites attention dans nos pays, les partenaires reculent de plus en plus dans leur investissement sur les questions liées aux droits de l'homme, liées à la démocratie pure et simple, etc. et se focalisent maintenant, je vais mettre en grippe sur ce qu'ils considèrent comme des questions de développement. Vous allez les voir dans la santé, l'agriculture, l'éducation, qui sont des questions extrêmement importantes, mais comme vous le savez dans nos pays, quand le politique ne fonctionne pas, c'est très difficile pour les autres secteurs, quels que soient les moyens que vous allez y mettre de fonctionner. Et donc, je pense qu'il vaut mieux attirer leur attention sur le fait que c'est absolument important qu'on continue à renforcer le fonctionnement de la politique, simplement, et le bon fonctionnement de la politique. Comme le disait celui qui m'a précédé, c'est-à-dire le fait que les institutions représentatives fonctionnent correctement
réduire une partie des crises auxquelles nous assistons. Mais ça suppose qu'il faut les appuyer, ça suppose qu'il faut continuer à appuyer les organisations de la société civile dont les déficits en termes de capacité font partie des problèmes que nous avons. Autant il y a eu un rétrécissement de l'espace civique, autant il y a une sorte de déclinaison aussi, ou bien de régression de capacité des acteurs de la société civile à peser dans les décisions publiques. Et je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Je pense aussi qu'il y a, en revenant en partie à la CEDEAO, mais aux organisations de la société civile, en prenant l'exemple de la CEDEAO, on a des mécanismes de monitoring, de suivi de la gouvernance dans la sous-région, y compris la gouvernance démocratique. Mais vous savez le problème que nous avons. Une fois que ces mécanismes remontent des observations, on n'en fait presque rien. De sorte que je peux vous garantir, sans aller dans les détails ici, qu'il y a des pays où ça fait un moment qu'on a vu venir des signaux que ça n'allait pas et que ça pouvait bientôt péter, mais personne, à commencer par la CEDEAO, n'a pu rien faire jusqu'à ce qu'on se retrouve en crise. Donc, il faut un moyen de connecter l'action à l'observation. Donc, nous avons des outils d'observation, mais il faut pouvoir les connecter à l'action. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Mathias. Je retiens vraiment quelque chose de très important et vous avez terminé par là. D'abord, le fait que quand on entend partenaires internationaux, il ne faut pas toujours aller chercher nos amis au-delà des mers. Peut-être que les structures à caractère régional dont nous nous sommes dotés et qui sont pertinentes également dans le cadre régional africain, c'est-à-dire que au niveau de l'Union africaine, c'est la CEDEAO qui est reconnue. Au niveau c'est la CEAC qui est reconnue, ainsi de suite. Donc, il faudrait peut-être que les mécanismes internes, y compris donc les dispositifs d'alerte rapide qui existent, à la fois au niveau de ces organisations au niveau régional africain, que ces dispositifs-là deviennent effectifs. Je pense que c'est une observation très importante. J'aimerais également entendre Maître Loumou là-dessus, puisque aujourd'hui, au niveau de la CEAC, lorsqu'on sort du dernier sommet virtuel, il y a effectivement de nouvelles directions qui ont été prises. Alors, au-delà de la CEAC, est-ce que nos autres partenaires internationaux, vous avez parlé du rôle de la Belgique, qui a un poids dans l'histoire du Congo, par exemple, et ainsi de suite, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait attendre de nos partenaires? Oui, surtout par le temps qui court, je crois qu'il y a une sorte de prédisposition des nouvelles autorités du pays à intensifier, à réouvrir le pays dans la sphère des relations internationales. Le Congo fait partie, vous savez, le Congo partage 9 frontières avec différents pays, 9 frontières terrestres et l'ouverture sur l'océan, et donc est obligé, est tiraillé d'ailleurs entre le CAC, la SADC, l'Organisation des États de l'Afrique de l'Est. Et donc, tous ces mécanismes disposent, n'est-ce pas, des voies, des canaux disponibles pour les règlements des violences, des conflits et surtout le renforcement du dialogue. Mais je voudrais insister énormément sur le fait que le politique réjaillit et influence tout ce qui peut être fait après. Donc, lorsqu'il y a, par exemple, les processus électoraux qui aboutissent à des contestations, il faudrait que nos organisations arrivent à soutenir ces processus, y compris à la recherche des consensus dans les mécanismes qui peuvent être mis en place. Et là, je vois aujourd'hui les citoyens, l'opinion générale qui se dégage, c'est de penser que ces organisations internationales viennent se promener à travers une observation électorale qui aboutira par dire que les difficultés constatées ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats tels que proclamés. Cette phrase nocive a dénaturé la perception des organisations internationales auprès des citoyens dans nos pays. Et donc, il en faut la mobilisation véritable, l'effectivité, mais surtout la mobilisation des instruments comme la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui prévoit quasiment énormément de choses à faire pour asseoir et éviter les conflits qui marquent les dernières années de l'histoire de l'Afrique, en l'occurrence les conflits qui naissent des contestations électorales. C'est quand on a des dirigeants dans lesquels les citoyens se retrouvent que l'on peut, n'est-ce pas, s'orienter vers des politiques publiques qui induisent le développement, qui induisent à régler les problèmes, les vrais problèmes des citoyens en ce qui concerne la santé, l'éducation et que sais-je encore. Donc, il est très important, oui. Merci beaucoup, Maître Loumou, sur cette question
où vous rappelez que effectivement, il ne faudrait pas que les partenaires viennent un peu comme avaliser des processus qui sont biaisés dès le départ, ou sur lesquels les biais qui ont pu être identifiés au départ n'ont pas été suffisamment réglés. Je voudrais interroger également Dr Ateba là-dessus, parce que finalement, en tout bout de chaîne, nous disons depuis 30 ans, avec la naissance de la démocratie, qui était effectivement une invitation qui nous a été faite, si je reprends le sommet de la Bolle, de dire, OK, rejoignez un peu la cohorte des États démocratiques. Nous avons embrassé les États démocratiques. Avec la naissance de l'Union africaine, on a laissé se répandre cette idée de African Solutions to African Problems. Mais aujourd'hui, on se rend quand même compte que lorsqu'on voit qu'il y a une médiation, une mobilisation de chefs d'État qui vont dans un pays, qui essayent d'apporter une solution à un problème et que le problème reste entier, on se pose la question si effectivement on n'a pas fini de compter sur nos partenaires et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Oui, la question se pose en effet, et je pense que les interventions qui précèdent permettent de tracer peut-être la voie de l'avenir. Les problèmes de l'Afrique doivent être réglés par les Africains est toujours d'actualité, et je pense fortement que nous ne pourrons pas aboutir à une stabilisation durable de nos sociétés en dehors de nos propres initiatives. Ensuite, je pense que ce sont des initiatives qui doivent ou qui gagnent effectivement à être portées à un niveau multilatéral, soit sous-régional, soit régional. Le rôle des partenaires historiques, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire les anciennes puissances coloniales, ma foi, est peut-être incontournable, mais n'est pas à lui tout seul l'ensemble de la solution. Et donc, lorsqu'on a dit ça, quand vous regardez l'ensemble des regroupements sous-régionaux, que ce soit la CEDEAO ou la CEAC, et même la CEMAC, même si en Afrique centrale, il y a cette problématique de superposition de deux espaces, il y a systématiquement l'effort de greffer à un système d'intégration, d'abord économique, un mécanisme politique, soit de prévention, soit alors au minimum de gestion et de résolution des différends entre les États. Qu'est-ce qui manque pour que tout ça fonctionne de façon efficace? Quelque chose de simple, des ressources financières et matérielles. Et c'est donc là que les partenaires internationaux ont encore un rôle essentiel à jouer. De mon point de vue, pas directement au plan opérationnel, mais en soutien. Ils peuvent apporter ce soutien logistique qui manque à nos organisations. L'évocation de la CADEG, la Charte africaine de la démocratie, vient d'être effectuée. Effectivement, les articles 11, 12 et 13 de la CADEG fixent le cadre pour l'instauration d'une culture de la paix avec au cœur la notion de dialogue politique. Le problème, c'est que, et de même également l'interdiction des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Le problème, c'est que lorsque de telles occurrences se produisent, comment on fait pour sanctionner? C'est celui qui tient la caisse qui tient la laisse. Si l'UA n'a pas les moyens de financer des missions, si l'UA n'a pas les moyens de financer des forces, notamment pour imposer le respect des conclusions d'un dialogue politique, ça c'est un peu la problématique de la RCA. Parce qu'une chose est de dialoguer, d'aboutir à des conclusions, une autre est d'appliquer ces conclusions-là pour que le dialogue n'ait pas été inutile. Là, à un moment donné, il faut bien que les partenaires multilatéraux sous-régionaux soient en capacité de l'imposer aux différentes parties, ce qui suppose des mécanismes de sanctions. Des sanctions qui peuvent être ciblées, dirigées directement contre les gouvernants et non pas larges, sinon c'est le peuple qui en pâtit. Mais avec quels moyens les organisations africaines peuvent le faire? Pour l'instant, ce n'est pas évident et c'est à ce niveau que les partenaires internationaux peuvent intervenir efficacement pour appuyer, pour à la fois permettre le déploiement, mais également pour accompagner la mise en œuvre des conclusions auxquelles un dialogue mené sous l'égide des organisations africaines aurait pu parvenir. Là, il peut s'instaurer une synergie bénéfique, aussi bien pour les Africains que pour ces partenaires qui ont quand même des intérêts économiques importants pour lesquels le risque politique est absolument désastreux.
Merci pour beaucoup. les affaires. Merci beaucoup, Dr Ateba. Il nous reste 20 minutes pour cette conversation. Je voudrais à ce stade vous remercier les uns et les autres. On a fait le tour de nos 4 questions structurantes. Je voudrais peut-être maintenant inviter notre partenaire également pour cette séance de réflexion, le Dr Caroline Roussy, si elle est là pour la synthèse. Je rappelle que Dr Roussy est responsable Afrique au sein de l'Institut des relations internationales et stratégiques basé à Paris et qu'elle est géopolitologue de formation. Caroline, pour la synthèse. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie, messieurs Pout et monsieur Gilles Yabi, de m'avoir invité aujourd'hui à participer à ce débat, à mon sens, extrêmement dense, avec des diagnostics et un ensemble de voies de solutions qui ont été identifiées. Alors, bien évidemment, il s'avère qu'après chaque question, Monsieur Pout, vous avez résumé l'ensemble des propos des différents participants. Et comme il me revient un petit peu cette question de synthèse, je vais relever les points qui, dans les différentes interventions, m'ont semblé les plus saillantes. Alors, en dépit effectivement de la diversité des situations en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, on remarque un certain nombre de points communs que sont l'impuissance qui a été citée en de nombreuses occurrences, la politique du ventre, qui était donc un concept développé par Jean-François Bayard et qui revient à la captation des ressources. Il a été également évoqué les territoires en fait d'exploitation hérités de la colonisation et qui n'avaient pas vocation à devenir des États-nations. Et c'est aujourd'hui un problème récurrent à de nombreux États africains. C'est comment créer la convergence entre États, territoires et nations. Je note enfin qu'il y a bien évidemment un dividende démographique qui s'impose avec le fait que la jeunesse soit plus nombreuse que celles et ceux qui sont en capacité d'exercer le pouvoir. Alors, on a beaucoup parlé de dialogue, mais dans ce dialogue, quelle est la place de la jeunesse? Est-ce que la jeunesse est entendue? Est-ce que la jeunesse est écoutée? Est-ce que la jeunesse n'est pas que là pour écouter les anciens, les adultes, conformément à des fonctionnements dits plutôt traditionnels? Voilà, ça c'était un premier point sur lequel je souhaitais revenir. Vous avez avancé un certain nombre de voies de solutions concernant le dialogue politique. Alors, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est que vous avez quelque part souligné la nécessité de conjuguer géopolitique et relations internationales. Alors, géopolitique et relations internationales dans le sens où, comme une invite en fait à discuter des problèmes transfrontaliers, des problèmes transfrontières. La géopolitique implique bien évidemment de considérer les acteurs à différents niveaux d'échelle et, comme certains l'ont évoqué, de créer les conditions de confrontation mais aussi de collaboration. Alors, j'ai bien aimé la notion de dialogue par le bas, qui invite à une forme de représentativité. Être la bouche de celles et ceux qui n'ont point de bouche. Et au-delà de cette représentativité a été citée la notion d'inclusion. Cependant, et j'ai lu en suivant vos différentes interventions, les conversations qui pouvaient intervenir de par les participants et souvent revenait cette question, mais en fait, qui sont ces différents, quels sont les contours de ces différentes catégories d'acteurs? Qu'est-ce que la société civile? Qu'est-ce que l'opposition? Si vous voulez, ces questions aujourd'hui me semblent faire sens, notamment quand on observe la situation au Mali. Si l'opposition est celle qui est contre IBK, on ne voit pas véritablement se dessiner ne serait-ce qu'un début d'engagement politique avec comment dire, un engagement politique et programmatique. Voilà.
Après, c'est vrai que vous avez cité aussi qu'un certain nombre d'acteurs, ces acteurs par le bas, peut-être catégorie d'acteurs qu'il reviendrait à définir d'un point de vue bien plus géopolitique et avec bien plus d'attention, que sont les chefs coutumiers, les chefs religieux. J'ajouterais peut-être à ces différentes catégories les artistes. On a pu voir aussi au Sénégal le rôle qu'ils ont pu jouer en différentes occurrences. Je pense bien évidemment à l'élection de Macky Sall en 2012 et qui suggère en l'espèce l'éviction de Maître Abdoulaye Wade, mais également le rôle qu'ils ont pu jouer les uns et les autres dans la prévention contre la pandémie dite du Covid-19. Voilà, c'est comment créer les conditions de ce dialogue politique nécessite bien évidemment donc de considérer, de conjuguer ces différents niveaux géopolitiques et ceux dits de relations internationales. A été évoqué également comment réinventer la consultation. Mais sur quelle base représentative? Je crois que cette base représentative nécessite effectivement d'identifier en fait les différents acteurs déjà évoqués et quelle est leur représentativité exacte dans la société, ce qui suggère bien évidemment d'avoir des statistiques assez précises, doublées d'études qualitatives pour savoir un petit peu comment faire fonctionner les uns et les autres. Et je peux ajouter que des études sont plutôt encourageantes et qui montrent que de plus en plus de think tanks africains sont engagés dans la voie de la prospective. Enfin, sur le rôle des partenaires, j'ai trouvé très intéressant de noter que l'accent a été mis sur les structures régionales et la nécessité de changer de paradigme au niveau des organisations internationales qui avalisent avec un peu trop d'empressement les processus électoraux et qui, de fait, contribuent elles-mêmes à se décrédibiliser. Voilà, j'ai trouvé vraiment intéressant d'entendre également que les solutions, comme on l'entend depuis le début des années 2000, doivent surgir par et pour les Africains et bien évidemment les partenaires historiques qui restent dans le paysage, mais plutôt avec un rôle de soutien financier et logistique. Et puisque a été souligné à un moment donné, a été échangé entre nous dans le cadre d'un échange préalable, un article de Bakary Sambé, qui est président du Timbuktu Institute et qui insistait sur le fait que, bien évidemment, ce sont ces solutions locales sur lesquelles il faut désormais travailler et c'est avec elles qu'il faut travailler pour peut-être avancer vers des solutions d'avenir. Merci beaucoup, chers collègues. Merci énormément pour cette synthèse. Je voudrais retenir quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que finalement, vous avez abordé la pandémie du nouveau coronavirus qui finalement renverse un peu les manières de travailler, bouscule un peu les priorités de part et d'autre et offre, ce faisant, une opportunité pour réinventer les cadres de travail à la fois pour les administrations, mais aussi pour les institutions et les structures politiques. Et peut-être nous donne la possibilité de réfléchir à de nouvelles manières de faire société. Je voudrais inviter nos trois panélistes pour un mot de fin avant que nous ne passions à la séance des remarques inclusives. Donc, on va commencer par Dr Unkpe, ensuite ce sera Maître Loumou et puis le Dr Ateba pour vraiment 1 minute, un petit mot de fin et de synthèse à votre niveau également. Mathias, s'il te plaît. Je voudrais juste dire 3 choses. La première, c'est qu'afin de redynamiser les cadres ou les mécanismes de dialogue, il faut peut-être mieux visiter un peu les 2 sous-régions qui ont été évoquées ici pour voir quelles sont les expériences qu'il y a sur le terrain. Il y a des expériences qui sont, je vais mettre en griffe réussi, c'est les cadres thématiques, comme vous avez par exemple les conseils liés aux élections, que vous avez IPAC au Ghana, vous avez IPAC au Nigeria. Donc, il y a des réunions comme ça thématiques mais qui fonctionnent plutôt mieux. Vous avez les cadres globaux, comme vous avez au Niger et au Mali, qui sont comme des cadres de dialogue global où les partis politiques peuvent discuter de tout, qui fonctionnent moins bien. Et vous avez des organisations qui, de par leur position,
ont le capital pour réunir les acteurs politiques sur des questions ponctuelles pour discuter. C'est par exemple l'Institut des affaires économiques au Ghana, c'est comme CDD au Nigeria, c'est comme PPRC, qui a une institution officielle en Sierra Leone. Donc, il y a des exemples comme ça qui existent qu'il vaut mieux regarder de près. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je suis d'accord avec tout le monde ici qu'il faut que l'appui aux élections aujourd'hui aille largement au-delà de l'observation des élections telles que nous les avons connues jusque-là. Les problèmes des élections aujourd'hui se posent beaucoup plus en amont. On exclut les candidats, on exclut les citoyens, on fait tout déjà en amont avant les élections. Il nous faut développer les capacités, n'est-ce pas, d'assurer l'inclusion aussi bien de la participation des citoyens que de la candidature aux élections avant de parler donc de l'intégrité et la qualité des élections. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que sur les dialogues, nous avons l'habitude de pratiquer la politique de l'autruche. C'est-à-dire qu'on laisse le vrai problème et on cherche des solutions superficielles, un peu comme ce que vous observez. J'exagère à peine en parlant du Mali, où finalement, quand vous regardez la palette des solutions, on a réduit simplement le problème du Mali au partage de pouvoir entre les protagonistes. Mais vous savez très bien que ce n'est pas le fond de la question. Ce qui a nourri la crise au Mali, c'est la frustration des citoyens devant des problèmes de fond de gouvernance. Tant que les organisations comme la CEDEAO ne développeront pas les ressources permettant d'adresser ces questions, je vous assure, les dialogues ne marcheront pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mathias. Je voudrais retenir le bon mot que vous avez eu de ne pas lâcher les vraies questions pour s'occuper des questions superficielles. Il faut toujours essayer de rester concentré sur l'essentiel et donc ça demande une capacité d'écoute des vrais problèmes. Maître Sylvain. Sorry. Donc, yeah. Je disais que je voudrais insister sur les derniers mots de Dr Mathias en indiquant que au-delà des tentatives d'éluder les vrais problèmes, il y a également le problème d'identification des vrais acteurs parce que dans nos pays, on peut dédoubler les acteurs et l'expérience congolaise a démontré que même les mouvements citoyens ont été dédoublés, les églises ont été dédoublées, les organisations de la société civile, et ça a été toujours une des grosses erreurs que j'ai évoquées au sujet du dialogue qui a eu lieu sous l'égide de la conférence épiscopale nationale du Congo. Il y a eu la société civile pour la majorité et la société civile pour le rassemblement qui était le groupe le plus représentatif de l'opposition. Mais lorsque vous arrivez à faire ce genre de choses, où est-ce que vous allez retrouver la société civile? Donc, ça sera toujours un problème. Ça, c'est la première note qu'il faudrait insister sur le dialogue. Le deuxième élément que je voudrais évoquer, c'est l'honnêteté entre les partenaires au dialogue. Lorsqu'on ne se dit pas la vérité ou on joue à la politique de l'Autriche, on n'arrivera qu'à de mauvaises conclusions. À ce moment-là, le dialogue n'aura servi à rien. Lorsqu'il n'y a donc pas d'honnêteté, il y a un vrai problème dans les conclusions et comment les mettre en œuvre après le dialogue. Mais c'est aussi la capacité d'imposer les conclusions du dialogue aux parties prenantes. Nous avons ici, dans le contexte du processus de dialogue au Congo, obtenu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies insérant ce processus de dialogue dans le cadre ou les plaçant dans le cadre du chapitre 7 des Nations Unies, de la Charte des Nations Unies. Mais l'expérience a démontré que les acteurs, face à leurs intérêts, peuvent toujours arriver à contourner cette nécessité et donner sens et portée à ce qu'ils comprennent sur telle ou telle conclusion du dialogue. Pour terminer, je crois que je voudrais remercier Dr Pout de m'avoir associé à ce débat avec tous ces panélistes de haute facture, mais surtout de ne pas s'arrêter là. Je crois qu'il convient, au-delà des questions circonstancielles, réfléchir et mutualiser les efforts au niveau de nos différentes régions dans le cadre de think tanks que nous pouvons animer ça et là pour arriver à imaginer des solutions globalisantes et holistiques aux problèmes du Congo en ce qui concerne, le problème de l'Afrique en ce qui concerne la gouvernance démocratique. Merci beaucoup. Merci, cher maître.
Merci d'avoir accepté également cette invitation et cette contribution à cette conversation qui n'est, je vous rassure, qu'une première. Autant nous sommes déterminés, mon frère Gilles et moi, à ne pas laisser l'expérience retomber. Je voudrais encourager le docteur Raphaël Ateba à prendre 5 minutes pour la synthèse. Chers collègues. Alors, en bien moins de 5 minutes, les interventions précédentes m'ont inspiré une conclusion. Il y a des difficultés techniques que pose l'organisation d'un dialogue. L'une des difficultés techniques majeures étant dans la question de la détermination des acteurs légitimes pour y participer. Une autre question étant l'instrumentalisation du dialogue par une majorité qui va créer des acteurs pantins pour faire de la figuration et diluer le dialogue. Et ça m'inspire dans ma conclusion, c'est de dire que peut-être que toutes ces difficultés sont liées au fait que nous concevons jusque-là le dialogue comme une thérapie. C'est-à-dire qu'on est une situation de pourrissement en dernier ressort. C'est certainement l'une de ses fonctions. Mais si nous revisitons la Charte africaine de la démocratie, élection et gouvernance, il s'agit dans ce texte de faire du dialogue politique un mode de gouvernement, un mode de gestion des États. C'est lorsque nous serons parvenus à ce point, lorsque nous aurons intériorisé cette approche-là, que le dialogue produira sa pleine efficacité et que ses résultats pourront effectivement se concrétiser et nous faire avancer. Il y a là donc un problème de culture qui lui-même est un problème d'éducation au dialogue, mais on ne peut pas désespérer parce que si l'autoritarisme s'est construit désormais comme une culture politique chez nous, eh bien cette construction peut être déconstruite et nous pouvons réapprendre également à gouverner par le dialogue et dans le dialogue, cela est certainement possible. Merci beaucoup, chers collègues. Apprendre à gouverner par le dialogue et gouverner avec le dialogue en déconstruisant tout autre mécanisme de gestion des différences dans l'espace politique. Je voudrais inviter mon frère, Dr Yabi, pour ses remarques conclusives pour ce débat. Merci beaucoup, Christian. Merci à toutes et à tous. Je signale Caroline Roussy de l'IRIS est aussi une partenaire de Wati. Nous avons développé ensemble un observatoire sur les élections, notamment en Afrique de l'Ouest cette année. Non, je voulais juste souligner en fait deux commentaires très rapidement. Mathias était le premier à évoquer le rôle des autorités traditionnelles, des leaders religieux, et cela a ensuite été évoqué par d'autres intervenants. Je crois qu'il y a une question qui se pose, c'est celle de la perte de crédibilité aussi de ces autorités traditionnelles. Je crois que lorsqu'on regarde nos sociétés en face, dans beaucoup de pays, il y a une très forte perte de crédibilité de ces autorités qui étaient les autorités morales de nos sociétés. Et au fond, on se pose un peu la question du risque d'absence de transparence lorsqu'elles jouent un rôle informel qui n'est pas cadré, qui n'est pas connu, et de la possibilité finalement pour ces acteurs, disons, de ne pas simplement jouer un rôle d'apaisement, mais de jouer aussi pour leurs propres intérêts. Simplement pour souligner un peu je crois, un besoin de réflexion sur l'institutionnalisation ou non de la participation de ces autorités traditionnelles dans les dialogues politiques. Le deuxième commentaire, c'était, je crois que cela a été évoqué par Dr Ateba à la fin, je crois que beaucoup de gens sur le continent se demandent si le dialogue politique n'est pas souvent essentiellement une manière pour légitimer des processus électoraux frauduleux. On organise un dialogue avant pour s'assurer d'avoir suffisamment de gens pour soutenir un processus électoral qui n'est pas vraiment ouvert. Et on organise surtout un dialogue politique après une élection qu'on a volée, par exemple. Ça permet de donner le sentiment qu'on ouvre un peu l'espace politique. Et je crois que cette perception du dialogue comme moyen de légitimation de pouvoirs qui sont décrédibilisés, c'est aussi quelque chose qui fait mal à l'idée même de dialogue politique. Mais trois axes un peu, qui sont un peu une sorte de programme de travail pour nos deux institutions et au-delà pour nous, en fait, nous tous en tant que citoyens, je dirais le premier pour moi, c'est
le besoin de consolider les dimensions non électorales de la démocratie. On a vu dans toutes les discussions ce qui a été dit sur les élections recevant énormément d'attention et de moyens au détriment de toutes les dimensions non électorales de la démocratie. Quel sens les élections ont si on n'a pas d'encadrement du financement politique des activités, par exemple? Quel sens on donne aux élections s'il n'y a pas de discussion programmatique? Donc, je crois qu'il y a énormément de choses à faire, d'innovation institutionnelle à faire sur les dimensions non électorales de la démocratie qui me semblent être au moins aussi importantes que les processus électoraux. L'élection permet de choisir qui va nous diriger, mais en fait, ça ne garantit à rien une qualité de leadership politique ensuite. Et je crois qu'on le voit aussi dans une des démocraties considérées pendant longtemps comme la plus grande du monde, qui n'a pas une sorte de translation immédiate entre l'organisation d'élections et la qualité du leadership politique. Deuxième piste d'action, la question de l'éthique a été évoquée aussi, je crois, en premier lieu par le docteur Ateba. Je crois que c'est central. On peut avoir les institutions qu'on veut, on peut avoir les dialogues qu'on veut, mais si on n'a pas de respect, par exemple, de la parole donnée ou de respect des engagements, voilà, on dit qu'on va faire 2 mandats, qu'on va respecter la Constitution et après on la change. Évidemment, c'est une question éthique fondamentale, une question d'éthique personnelle qui, je crois, aujourd'hui est également centrale. Et je crois surtout qu'on a tendance à penser qu'on ne peut rien faire sur les questions éthiques, qu'on ne peut rien faire sur la jeunesse, qu'on ne peut pas changer nos sociétés, qu'on ne peut pas changer le ratio entre les personnes malhonnêtes et les personnes honnêtes dans une société. Je crois qu'on peut le faire, c'est à ça que ça sert l'éducation, le système éducatif. Et je crois que cela nous pointe aussi le besoin de discuter de politique en relation avec toutes les politiques publiques. Et je crois que le dialogue politique, ça doit être aussi un dialogue citoyen sur toutes les politiques publiques, y compris les politiques éducatives, les politiques de santé, les politiques économiques. Et je crois que ça va donner du contenu à l'idée même du dialogue. Troisième remarque et dernière remarque, je crois que le débat public citoyen, c'est ce que nous faisons là, avec ce webinaire qui est très ouvert. Et je crois qu'on a là un effet collatéral positif de la pandémie, c'est la multiplication de ces discussions virtuelles qui sont ouvertes à beaucoup plus de personnes que les conférences, les ateliers qu'on faisait au niveau de nos institutions, toujours un peu avec les mêmes acteurs. Et je crois que s'il y a quelque chose de formidable avec ces webinaires, c'est que les gens ne participent pas parce qu'ils espèrent avoir une pause déjeuner, un café, un déjeuner. Ne participent que des gens qui sont vraiment intéressés par les discussions. On l'a vu avec la pertinence des remarques et des commentaires que nous avons reçus. Donc, merci beaucoup. Je crois que nous allons continuer ce travail au niveau de Wati et du CEDES. Et j'ai trouvé vraiment les discussions extrêmement enrichissantes. Merci beaucoup. Merci, cher Gilles, d'avoir synthétiser aussi et apporter ces éléments de fond dans cette ultime phase de la discussion. Je voudrais en votre nom à tous, remercier tous les participants qui se sont joints à nous. J'ai vu le général Siaka Sangaré, j'ai vu beaucoup de personnalités qui étaient avec nous. J'ai vu le général Siaka Sangaré, c'est le délégué général aux élections au Mali. Donc, j'ai vu Dr Agboton du CHETS de Dakar. Donc, il y a un certain nombre de personnalités que nous connaissons et d'autres que nous ne connaissons pas. J'ai vu des jeunes universitaires camerounais, j'ai vu des jeunes de RCA, j'ai vu des jeunes de RD Congo, j'ai vu des dames qui sont engagées dans la société civile qui ont pris part à cette discussion. Donc, au nom du comité d'organisation, je voudrais vous remercier tous de votre participation à cette conversation. C'était un exercice inaugural pour ce qui concerne le partenariat entre le Wati et le CEDES, et avec notre amie Caroline de l'Iris, nous pouvons prendre l'engagement ici que nous allons continuer ce type de discussion et autant que possible avoir des formats où 1 ou 2 personnes de l'assistance peuvent également donner des témoignages. Ça, il me semble que c'est essentiel. Je voudrais rappeler que le dialogue politique, lorsque nous arrivons vraiment à la toute fin de cette réunion, n'est pas une réunion de masse. Ce n'est pas un événement contrôlé par un seul groupe d'intérêts. Ce n'est pas un événement, comme on l'a souvent vu dans nos pays, à cheval sur les formalités et le protocole. Le dialogue politique, ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas une conférence. Ce n'est pas un forum de communication des résultats d'une recherche à un public. Ce n'est pas une occasion de présenter des résolutions qui ont été préparées à l'avance ou alors de sommer les gens avec un ultimatum. Ce n'est pas une réunion qui est organisée sous l'impulsion du moment. Ça doit devenir un élément consubstantiel à l'exercice démocratique
dans nos pays. Mais pour qu'on y arrive, il faudrait évidemment que le travail technique, pour reprendre une expression qui a été communiquée tout à l'heure, soit fait. Ce travail peut être fait effectivement par l'association d'institutions qui ont développé cette expertise, d'individus qui ont développé cette expertise pour qu'on optimise la capacité à produire des résultats. Il est anormal aujourd'hui que l'on multiplie dans nos continents les missions de haut niveau, les missions de bons offices, les médiations et les dialogues sans qu'effectivement il y ait de résultats en raison de cette inconsistance sur le plan technique de la préparation de ces exercices-là. Il s'agit d'exercices politiques de très haut vol qui doivent prendre en compte la connaissance des réalités, qui doivent prendre en compte la voix de chaque acteur, la capacité à faire entendre la voix de chaque acteur par un certain nombre de mécanismes de communication pour que tout le monde puisse être associé. Il me semble que c'est très important. Donc, je voudrais dire que le dialogue peut être un outil puissant en tant que plateforme pour transformer non seulement une société, mais aussi informer ceux qui ont la décision. Donc, il me semble que nous ne faisons que commencer cet exercice et qu'on peut effectivement demain se projeter vers d'autres résultats qui vont changer peut-être le visage de la gouvernance sur notre continent. Donc, merci à tous au nom des organisateurs d'avoir rejoint cette réunion virtuelle. On a essayé de respecter notre timing. Il est 16h41 à Paris, 15h41 à Yaoundé, 14h41, je crois, en temps universel. Et nous allons mettre un terme à cette discussion. Et nous avons été très heureux, Wati, le CIDES, l'IRIS, de vous avoir avec nous.